Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Oreo. J'espère que vous allez tous très bien pour ce quatrième Royal Match. Je ne sais pas ce qui se passe durant mon intro, la musique est en train de passer en mode double, je sais absolument pas ce qui est en train de se passer. Euh, Problème technique, j'ai pas la solution pour l'instant. Euh, on va se switch directement sur le stream en cours, évidemment, sur les sujets du jour. Aujourd'hui, ce Royal Match numéro 4 va être un spécial football européen. On va revenir ensemble sur ce qui a pu se passer en Europe tout au long de la saison et puis dernièrement avec les finales de Coupe d'Europe. On va en discuter, je vais vous présenter le programme du jour qui va être plutôt conséquent. Disons qu'on va avoir un bon programme aujourd'hui, on va pas s'ennuyer. Puisque l'on va revenir sur la finale d'Europa League, vous l'avez d'ailleurs à votre écran, cette finale qui opposait Tottenham à Manchester United, contexte très particulier entre deux géants du football anglais, alors surtout pour Manchester United d'un point de vue palmarès, mais on avait le 17e contre le 16e de Première Ligue qui s'affrontaient en finale d'Europa League. On aura l'occasion de reparler du football anglais. Il y a tellement de puissance dans ce football, c'est impressionnant et il y a de quoi en parler, on aura l'occasion justement d'en discuter ce soir. On va faire le point également sur la finale de Conference League qui voyait s'opposer le Betis Séville face à Chelsea. Clairement, le Betis c'est une équipe qui pour moi a sa place dans cette compétition, mais face à un Chelsea, voilà, j'ai envie de dire, c'est comme si tu mettais un requin dans un aquarium. Voilà. On va également parler, et oui, désolé d'avance à Irano et à tous les Marseillais qui nous écoutent, on va revenir évidemment sur la finale de Champions League qui voyait s'opposer l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain. Ça a été un match incroyable, je l'ai revu il y a pas longtemps, je l'ai revu là hier il me semble, hier après-midi que je l'ai rematé en rediff, avec une vision des choses un peu plus à froid. C'était quelque chose ce match. Ensuite, dès qu'on aura parlé de ces trois finales européennes, on va faire le point sur la première ligue. On va parler de football anglais avec la première ligue. On va faire le point sur le champion, les surprises, les descentes également. On va en parler parce qu'on va parler aussi un petit peu du Championship, la deuxième division anglaise. On va en parler un petit peu rapidement des promus, des relégués, des bonnes surprises de la saison parce que cette deuxième division anglaise, il se passe pas mal de choses. C'est une division très intéressante, forcément qui domine au niveau du football européen. Parmi les deuxièmes divisions, c'est ce qui se fait de mieux. On parlera également de la Liga, donc le championnat espagnol. On parlera des promus de Liga 2 également. Je pense qu'on passera assez rapidement parce que la Liga, c'est un championnat que je n'ai pas vraiment suivi cette saison. Le championnat espagnol m'attire de moins en moins et ça se voit de toute façon aussi dans les mouvements des clubs, le marché des transferts côté football espagnol, à part les trois gros. Pour le reste, c'est très compliqué. Il y a des finances très, très instables dans le championnat espagnol, donc on aura peut-être l'occasion d'en parler. On parlera également de football italien avec la Serie A qui a vu son dénouement sur la dernière journée, qui a été sacré champion. Voilà, spoiler, l'Inter a tout perdu cette saison, que voulez-vous. On parlera également des promus de Série B, notamment avec une équipe qui me plaît pas mal parce que c'est une équipe que j'ai joué sur Football Manager il n'y a pas si longtemps que ça et ça m'a fait très plaisir de voir qu'ils montaient en Série A, donc j'en suis très content, surtout que leur entraîneur c'est le frère de l'entraîneur de l'Inter Milan et peut-être ex-entraîneur de l'Inter Milan puisque apparemment Simone Inzaghi devrait filer du côté de l'Arabie Saoudite d'après les dernières rumeurs. On aura l'occasion d'en parler. On parlera également de Bundesliga et de la Bundesliga 2, le championnat allemand que j'ai un peu plus suivi cette saison. On aura l'occasion d'en parler, il s'est passé pas mal de choses intéressantes, avec notamment la non-qualification de Leipzig pour une Coupe d'Europe, la première fois depuis que le club est en Bundesliga. On va parler du Bayer Leverkusen également, un petit peu de son avenir à ce club qui va devoir se faire sans Xabi Alonso. Petite surprise, enfin non pas vraiment surprise, mais j'ai été plutôt content du coach qui a été nommé, on va en reparler. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus.
On parlera très rapidement aussi de la Ligue portugaise et de la Ligue néerlandaise. Voilà, quelques petits blabla dessus, sur les champions, ce qui a pu se passer, parce qu'il s'est passé quelques petites dingueries. Et on fera un petit point mercato, très rapide, sur Transfermarkt. On ira un petit peu sur Transfermarkt, se balader un petit peu. Parce que bon, on est le 3 juin, mais il y a déjà des actualités mercato, parce qu'on a une fenêtre de transfert qui a été ouverte pour les clubs qui participent à la Coupe du Monde des clubs. Cette compétition qui va très certainement pas se rééditer pour les saisons prochaines en tout cas, au vu de l'organisation grotesque de la compétition. D'ailleurs, je vous l'ai dit, sur les prochains Royal Match, on n'en parlera absolument pas de cette Coupe du Monde des clubs que je boycotte totalement. C'est une compétition qui ne m'intéresse pas, au vu en tout cas du contexte, etc. Et c'est juste une manière de ruiner encore plus les joueurs, au profit de se faire du paquet de pognon comme pas possible. Donc ça ne m'intéresse pas du tout d'en parler. Et ensuite, pour conclure l'émission, j'aurai une annonce à vous faire concernant Royal Match. Ça s'est décidé aujourd'hui, j'en ai parlé d'ailleurs avec Irano. On doit finaliser encore un petit détail là-dessus. Mais j'aurai une petite annonce du coup à vous faire concernant Royal Match, qui va évoluer sur les 2 prochains streams au minimum. Et je terminerai en vous annonçant le planning à venir sur Irano TV. On va se concentrer donc, je vais y venir sur la page de l'Europa League. On va en parler, cette finale d'Europa League qui voyait s'opposer Tottenham face à Manchester United. Comment dire ? On va regarder le classement de l'APL, on aura l'occasion d'en reparler. Tottenham 17ème, Manchester United 15ème. Le 17ème de Première Ligue contre le 15ème de Première Ligue qui s'affrontaient pour l'Europa League. Comment dire que c'est une situation très particulière, parce qu'on avait un Tottenham qui avait éliminé le club norvégien du Bodo Glimt, si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises, évidemment, on va revérifier ça. Parce que j'ai le petit doute. Oui, c'est bien ça, le petit club de Bodo Glimt qui fait un parcours très valeureux, un petit club norvégien qui va jusqu'en demi-finale d'Europa League. C'est une très belle perf, félicitations à eux. Et Manchester United qui avait donc triomphé de l'Olympique Lyonnais, c'était en quart de finale, petite clim qui a un petit peu fait mal. Eux, ils se sont débarrassés tranquillement de l'Athletic Bilbao. Et franchement, au vu des 2 matchs, on se disait il peut y avoir quelque chose parce que Tottenham contre le Bodo Glimt, ils ne leur ont pas foutu une raclée pour autant. Et au vu de la prestation de Manchester United, tu pouvais te dire ça peut peut-être donner un match intéressant. Donc on pouvait se laisser tenter. Et puis vient cette finale. C'est cette finale qui n'a pas été incroyable, disons-le. Ça n'a pas été formidable, cette finale d'Europa League. Parce que c'est Brennan Johnson qui vient mettre le seul but de la rencontre à la 42e. Une très grosse possession pour Manchester United, mais voilà, 16 tirs, 6 de cadré. Manchester United a complètement raté son match. Il y a tellement de choses à dire sur cette équipe de Manchester United, tellement ça ne va pas. Donc Tottenham remporte son premier titre depuis 2008. Donc oui, alors Tottenham a bien gagné des trophées, et donc le précédent c'était une FA Cup qui était remportée en 2008. Ça fait bizarre de se dire que Tottenham a gagné un trophée. Tottenham va jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. C'est très étonnant pour un club qui a fini 17ème de Première Ligue, une saison cataclysmique pour Tottenham au vu des moyens qui ont été investis. Puis il y a une équipe qui était, ma foi, plutôt intéressante, même s'il y a des choses à redire. On a appris d'ailleurs, d'après les dernières rumeurs, je ne sais pas si ça a été confirmé, mais l'entraîneur Ange Postecoglou, l'entraîneur australien de cette équipe de Tottenham, devrait prendre la porte malgré cette victoire en Europa League. Malheureusement, ça n'aura pas suffi à convaincre, et en même temps, c'est vrai que ça se comprend quand tu vois certains noms. Hugminson, qui sur ces dernières années, j'ai envie de dire, Kevin Danso, qui venait du RC Lens, une petite valeur sûre quand même de la Ligue 1.
Archie Gray, Jet Spence, Matistel qui était sur le banc, qui n'a même pas joué cette finale, Wilson Odobert, espoir français. Enfin, il y a des bons petits joueurs du côté de cette équipe de Tottenham et c'est une hérésie de finir 17ème en fait de Première Ligue. Et cette équipe de Manchester United, on aura l'occasion d'en parler, mais tu finis 15ème. Bon bah voilà, heureusement que t'as Bruno Fernandes, hein, parce que clairement, sinon, voilà. Ojlund, combien 75 patates qu'ils ont mis dessus. Catastrophique. Zirkzee, il y a quelque chose à faire, il a du talent. Ils ont du talent ces joueurs de toute façon, on le sait très bien, hein. Coucou Anthony, hein, de toute façon, du côté du Betis. Le gars t'a fait une demi-saison de folie en Espagne. Il s'est complètement plu en Espagne, ça s'est vu directement. Et c'est là où tu te dis, bah en fait les joueurs ils sont peut-être pas si mauvais que ça, hein. C'est peut-être le contexte Manchester United qui est pas bon. Donc il y a un gros travail à faire là-dessus, sur cette équipe de Manchester United. Pour moi, Ruben Amorim, alors est-ce que c'est l'homme de la situation ? C'est vrai qu'au vu de la situation actuelle de Manchester United, bon, tu te demandes qui c'est qui peut faire le pompier. Mais il y a un gros travail de toute façon à faire dans cette équipe-là, niveau effectif. Je pense que Ruben Amorim peut faire quelque chose. C'est un très bon entraîneur, il a de très bonnes idées d'un point de vue footballistique. Mais est-ce que Manchester United aura vraiment les finances de faire toutes les recrues que Ruben Amorim voudrait ? J'ai encore le doute parce que là on l'a appris, ça a été officialisé. Manchester United a fait péter la clause libératoire de Mateus Cunha des Wolves pour je crois 74 millions d'euros. C'est une somme absolument délirante. Je pense qu'il viendrait peut-être s'intégrer peut-être à la place d'un Mason Mount qui n'est plus que le fantôme de lui-même, clairement, il n'y a pas d'autre mot. C'est une finale très étrange à laquelle on a pu avoir lieu. Franchement, c'est très particulier. Donc félicitations à Tottenham, en tout cas, pour leur premier titre depuis 2008. Troisième Europa League dans leur palmarès. Franchement, c'était particulier. J'aurais peut-être voulu voir une autre finale, mais quand tu vois les clubs, bah ouais, si t'aurais eu l'Athletic Bilbao peut-être face à Tottenham par exemple, ça aurait pu faire une belle finale d'Europa League. Mais bon, le contexte des deux clubs est très particulier, donc bon, voilà. On va passer sur la finale de Conference League. On va se la noter, la Conference League, qui voyait s'opposer le Betis face à Chelsea. Et là, c'était un beau petit match. Je l'avais vu en direct. Plutôt sympa ce match. Plutôt sympa. Anthony qui s'en va du Betis, ça fait très mal. Donc, comment expliquer ce match ? Le Betis qui fut plutôt un début de match plutôt intéressant. Ouverture du score à la 9e minute. Et ça tient. Tu te dis pourquoi pas, ça peut le faire. Mais bon bah voilà, en face t'as une équipe de Chelsea qui a fini combien ? 4ème de PL, c'est ça ? Si je dis pas de bêtises, ouais, 4ème de Première Ligue. Un effectif, bon bah voilà, extrêmement fourni, avec des joueurs de très bonne qualité. Tu te doutais que ça allait peut-être craquer au bout d'un moment, ça allait pas tenir éternellement. Anthony, quelle demi-saison qu'il nous a fait du côté du Betis. 17 matchs, 5 buts, 2 passes D, très intéressant. Et dans le jeu, franchement, t'as l'impression que le gars a vraiment revécu, clairement. Il n'a pas l'intention de revenir à Manchester United. Je suis très curieux de voir où il va rebondir. Mais j'ai très envie de le revoir, en tout cas, dans un club espagnol. Le problème, c'est est-ce que, d'un point de vue salarial, il va trouver un club qui va pouvoir lui offrir son salaire ? C'est ça la question que je me pose. Parce que je suis persuadé que ça reste un très bon joueur. Après, Manchester United a fait la connerie de poser, je crois, 100 millions dessus, un truc comme ça, quasiment. Enfin, c'est un énorme flop, on ne le dira jamais assez, quoi. Bakambu jouait cette finale. Putain, j'avais carrément oublié que Bakambu était du côté du Betis. C'est petite dinguerie. Isco également, toujours là, le petit Isco. Ça fait plaisir de revoir ce genre de joueur. Et ouais, Bakambu, du côté du Betis, putain, je savais absolument pas. 25 matchs de but de passe D, c'est pas la meilleure des saisons. Et donc oui, cette équipe de Chelsea qui va nous faire une remontada express. Enzo Fernandez à la 65e,
Nicolas Jackson à la 70e, Jadon Sancho qui fait une saison décente mais je m'attendais à mieux à la 83e, et Moises Caicedo à la 91e. Chelsea qui remonte très bien le score. Voilà, on le voit très bien, une très belle équipe bien fournie du côté de Chelsea. Par un Enzo Maresca qui fait du bon taf du côté de Chelsea, c'est très intéressant, même si pour moi je m'attendais un petit peu mieux quand même, je reste un peu sur ma faim au niveau de cette équipe de Chelsea. Après évidemment le contexte est assez particulier je pense pour l'entraîneur qui a à gérer presque 3 équipes j'ai envie de dire, donc je l'excuse quand même au niveau de tout ça. Dans l'ensemble, t'as envie de te dire, Chelsea, au final, comme je l'ai dit, quoi, c'est un requin dans un aquarium, en fait, dans cette compétition. Chelsea a survolé la compétition, il n'y a pas d'autre mot. Et s'ils auraient perdu cette Conference League, ça aurait été une énorme déception, clairement. Donc, bravo à eux. D'ailleurs, seul club à avoir gagné tous les trophées européens. Donc, Champions League, Coupe des Coupes, Europa League et Conference League. Les 4 trophées européens sont entre les mains de Chelsea. Bravo à eux, évidemment. Ça conclut quand même une belle saison pour Chelsea. On va pas dire le contraire, pour une équipe qui était moquée par tous les transferts qu'il y a eu. Tu fais venir ce petit Enzo Maresca qui entraînait du côté de Leicester, qui les a fait remonter en PL. Bon, le club redescend, mais ça on va pas le dire. Franchement, j'aime beaucoup, c'est un des disciples de Guardiola, Enzo Maresca. La saison de Première Ligue était très intéressante malgré que ça a été assez irrégulier dans les résultats, mais ça reste une belle équipe. Et le Betis, ils ont fait quoi? Parce que comme je vous dis, j'ai quasiment pas suivi le championnat espagnol, ça fait 6ème de Liga, c'est un bilan intéressant. Toujours entraîné par Manuel Pellegrini qui commence à se faire un petit peu vieux aussi, le pauvre, 71 ans. Est-ce que il va rester? Ça a l'air de rester en tout cas, je sais pas jusqu'à quand va son contrat, mais un gars qui a quand même connu pas mal de bancs, évidemment. Mais pour revenir à cette finale, non, c'était une finale vraiment plutôt plaisante à suivre, très honnêtement, une belle petite finale. Un peu dégoûté que Anthony marque pas son petit but, tu vois, histoire de dire à Manchester United, regarde, t'as vu, tellement que je revis, je marque en finale d'Europa League, enfin de Conference League. Bon, dommage, mais en tout cas, à noter donc cette finale du Betis Séville, ça fait plaisir de les voir là, c'est un club pour lequel j'ai un peu de sympathie, et honnêtement, ça fait plaisir de voir ça. Donc bravo à Chelsea, évidemment, pour ce titre. On va venir au gros du morceau, évidemment. La Champions League. Désolé à tous les Marseillais qui me regardent, désolé Irano, mais voilà, c'est l'actualité actuelle. L'actualité actuelle, oui, on parle très bien français ici. Voilà, ce PSG qui terrasse, qui a malmené cette équipe de l'Inter. Ce match-là, je l'ai regardé 2 fois. Une fois en tant que spectateur, et une fois sur plus à froid. Je l'ai regardé hier dans une vision plus à froid des choses, pour me faire une petite idée un petit peu d'un point de vue tactique. Et putain, il n'y a pas photo. L'Inter, alors l'Inter avait pris pas mal de buts quand même sur les 2 demi-finales face au Barça, la confrontation aller-retour. Ça avait fait quand même assez mal. Tu sentais quand même que l'Inter était assez fragile d'un point de vue défensif, malgré que sur la phase de Ligue, ils se prennent quoi, peut-être 1 ou 2 buts, un truc comme ça. Et ce PSG, mon Dieu, une performance collective qui va rester dans les livres d'histoire. Désiré Doué, plus jeune français, a débuté un match de finale une finale de Champions League, record. Plus jeune joueur à mettre un doublé en finale de Champions League. Et il rejoint un cercle très fermé des joueurs qui ont marqué au moins un but et une passe D en finale de Champions League. Que dire, ça fait très plaisir d'avoir un joueur d'une telle qualité, un joueur qui a clairement monté en puissance au fur et à mesure de la saison. Et ce match-là, allez, sur les 10 premières minutes, tu le vois, ce PSG-là est en train de massacrer l'Inter d'un point de vue tactique. Les joueurs se trouvent les yeux fermés, Vitinha, une tour de contrôle au milieu de terrain,
C'est impressionnant. Fabian Ruiz, toujours très utile dans le jeu. C'est le genre d'homme de l'ombre comme Vitinha qui va te faire les passes, qui va te trouver les bons trucs. Joao Neves qui ratisse tous les ballons comme Vitinha de toute façon. Impressionnant ce match. La prestation au milieu de terrain. Le PSG a bouffé le milieu de terrain de l'Inter. Il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolé de le dire, c'est clairement ça. Kvaratskhelia, grand joueur. Il est ce que Mbappé ne sera jamais. Clairement, Kvaratskhelia qui fait les efforts de défense, ce que Mbappé n'a jamais fait sur son côté gauche. Et on se souvient de cette vidéo qui a fait le tour des réseaux de Luis Enrique qui engueule Mbappé pour qu'il fasse justement ses retours défensifs. Et au final, tu vois un gars comme Kvaratskhelia sur la fin en plus, je crois que c'est avant qu'il marque son but, qui redescend défendre sur je sais plus qui, mais le gars il a traversé tout le terrain pour faire le pressing sur le joueur adverse et il récupère le ballon en plus. Impressionnant. La maîtrise collective de ce Paris Saint-Germain était impressionnante. C'était un top match, vraiment. La doublette Marquinhos-Pacho, indétrônable. Hakimi qui prouve qu'il est le meilleur latéral du monde. Il n'y a pas d'autre mot, je suis désolé. Donc il ouvre le score, il marque le premier but de l'histoire du PSG en finale de Ligue des Champions. Sur une très belle passe, magnifique inspiration de Vitinha qui sert Désiré Doué, si je dis pas de bêtises. Et Désiré Doué en fait voit Hakimi qui est tout seul au second poteau. Yann Sommer était à son premier, bon bah voilà, il n'a pas pu revenir. 1-0 pour le PSG. Et après Désiré Doué à la 20e minute avec un peu de réussite sur le premier but. Que dire, mais vraiment. Je veux dire, t'as même Kvaratskhelia qui va mettre son but sur vraiment un bonbon de passe d'Ousmane Dembélé. D'ailleurs, Ousmane Dembélé doublé de passes décisives sur ce match. Un rôle vraiment incroyable. Ousmane Dembélé, quelle saison. Et comme un symbole aussi, Seny Mayoulou, le petit parisien, le petit de la formation qui marque à la toute fin. Sur une remise de Barcola, si je ne dis pas de bêtises. Mais tu te dis c'est impressionnant. Ah, petite notif Discord. Ah, bah super. Me revoilà, OBS qui décide de planter, pourquoi pas, hein, écoutez, on va reprendre le cours de ce stream. Je ne sais plus où j'en étais. Tac, on va se remettre donc sur cette finale de Champions League entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Ah, OBS qui ne détecte plus ma page, super, on adore. On adore. Tac, voilà, on est tout bon. Donc, je disais, avant de me faire interrompre par ce crash d'OBS, donc, j'en étais où? Oui, Seny Mayoulou qui marque à la toute fin, comme un symbole, j'ai envie de dire. Le Titi parisien qui marque à la toute fin pour parachever cette démonstration collective. Voilà, bravo. Premier titre européen deuxième titre européen de l'histoire du PSG. Deuxième Champions League ramené en France. Les Marseillais pourront dire à jamais les deuxièmes. Marseille resteront évidemment les premiers à jamais. C'est une bonne chose pour le football français. Je voulais en parler un peu. C'est une très bonne chose dans le contexte actuel du football français qui est très compliqué, on le sait, avec les droits télé. Et justement, cette victoire en Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, c'est une très bonne chose.
parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Paris Saint-Germain, en tant que vainqueur de la Ligue des Champions, il joue en Ligue 1, donc ça fait un bon argument pour avoir un bon diffuseur, pourquoi pas. On va suivre ce qui va se passer cet été. On espère en tout cas qu'une solution va être trouvée et qui soit bien adaptée, pas de petits micmacs dans l'idéal en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à cette victoire du PSG ? Oui, j'espère que cette victoire justement va permettre d'ouvrir la porte à d'autres clubs français pour aller remporter un autre trophée européen. Je pense notamment par exemple à Lyon et Lille qui sont qualifiés en Europa League, si je dis pas de bêtises. Lyon c'est Europa League, si je dis pas de conneries. Ou c'est l'OGC Nice, je ne sais plus. Mais en tout cas voilà, ça peut être une bonne porte je pense pour aller tenter d'aller chercher un autre trophée européen pour un club français. Parce que voilà, je disais la Ligue Europa, pour la France qui se targue d'être un pays de football, on n'a même pas d'Europa League dans notre palmarès, donc voilà, il faudrait corriger le tir. Et ce PSG là, hâte de voir ce que ça va donner pour la prochaine campagne de LDC, voir les renforts qu'il y aura cet été, est-ce qu'il va y avoir des départs, c'est la grande question que je me pose, parce que ce collectif là est très solide. Je pense notamment à ce trio de milieu de terrain qui est juste exceptionnel. Désiré Doué était évoqué à un moment en première ligue, on n'en entend plus trop parler. Pour moi, je pense que la vraie recrue à faire pour les Parisiens, ça serait peut-être une excellente doublure à Nuno Mendes, souvent blessé, et qui, malgré tout, a un très bon niveau. Je trouve que parfois c'est peut-être un peu limite. Et je me dis pourquoi pas aller chercher un autre latéral gauche pour le PSG. À voir. Donnarumma qui revient très bien depuis qu'il a pris le crampon de Singo en pleine face. Il a un niveau stratosphérique. Donc hâte de voir ce que ça va donner quand même pour cette équipe du PSG. Maintenant que j'ai parlé de toutes les finales européennes, écoutez, on va parler de football anglais. On va se diriger vers la Première Ligue parce qu'on a pas mal de choses à dire là-dessus justement sur la PL. Le football anglais, on va en parler un petit peu. Avec cette équipe de Liverpool qui, en première partie de saison, a mangé la Première Ligue. Il n'y a pas d'autre mot. 25 victoires, 9 nuls, 4 défaites seulement. Le bilan, il est incroyable. Très beau bilan, un beau bilan de vainqueur. Arsenal a beaucoup trop patiné, c'est ça le problème. Arsenal qui finit encore deuxième. Petite déception. Mohamed Salah qui finit donc meilleur buteur de cette Première Ligue avec 29 buts au compteur. Excellente saison pour l'Égyptien en tout cas. Que dire, vraiment, c'est juste impressionnant. D'ailleurs, l'Angleterre aura 6 clubs en Champions League l'année prochaine. Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle et Tottenham. C'est impressionnant. Comment ne pas parler de la Première Ligue sans évoquer Manchester City. L'échec Manchester City cette saison. Alors ça va recruter à foison cet été, je pense qu'il va falloir s'y attendre. Ça risque d'aligner l'échec au vu justement de l'échec de cette saison côté City dans le jeu. En fait, on se dit que l'absence de Rodri fait énormément de mal à cette équipe de City, clairement. Je pense qu'on est là-dessus et je pense que ça serait même le même cas au Paris Saint-Germain, par exemple, avec un joueur comme Vitinha, tu vois. Cette équipe de City sans Rodri, tu sens que les joueurs sont perdus. Le jeu, il est moribond. T'as l'impression de voir un jeu de possession stérile. Ça a été très compliqué, franchement, pour cette équipe de City. J'ai pas aimé cette saison de City. Un Phil Foden fantomatique, Erling Haaland assez fantomatique aussi cette saison, même s'il finit 3e meilleur buteur de cette Première Ligue. Très décevant. Chelsea 4e, on en a parlé tout à l'heure. C'est une belle saison, ils reviennent quand même d'assez loin. J'ai hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine avec les différents mouvements. Hâte de voir si Andrei Santos, qui était prêté à Strasbourg cette année, va jouer du côté de Chelsea. C'est un joueur qui a énormément de qualité et j'ai bien envie de le voir évoluer en Première Ligue. Newcastle 5e,
Newcastle, ça travaille dans l'ombre, c'est un club ultra discret. On le voit par exemple notamment Alexander Isak qui est deuxième meilleur buteur tranquillou avec 23 buts. Ça travaille bien, ça a été chercher une Carabao Cup si je ne dis pas de bêtises cette saison. Premier trophée depuis je crois plus de 70 ans pour Newcastle. Juste impressionnant, c'est une équipe qui joue bien, qui a un coach très intéressant à sa tête et qui arrive quand même à se qualifier en Champions League grâce au goal average. Mais très belle équipe Newcastle, j'aime beaucoup. Déjà l'année dernière quand ils avaient fait de la Champions, j'ai hâte de voir ce que ça va donner justement sur cette prochaine campagne de LDC qui va être très intéressante à suivre. 6ème, Aston Villa. Aston Villa, saison intéressante pour les hommes d'Unai Emery qui jouaient la Champions, qui font un quart de finale de Champions League. C'est bien ça si je dis pas de bêtises ou demi. Je dis des conneries sûrement. C'est quart de finale qu'ils ont joué. Ouais, c'était les quarts de finale. Quart de finale, ouais, pour Aston Villa. Très intéressant. Belle petite équipe dirigée par Unai Emery. Il piste d'ailleurs Lucas Chevalier à la place d'Emiliano Martinez. Ça m'a fait sourire. Hâte de voir quand même justement le mercato de cette équipe d'Aston Villa. Voir ce que va faire Unai Emery. Est-ce que ça va se requalifier peut-être en Champions l'année prochaine? C'est la grande question que je me pose. 7ème Nottingham Forest, alors ils sont pas surlignés mais il me semble qu'ils jouent la Conference League la saison prochaine. On a souvent cru à une qualif en LDC, c'est vrai qu'il y a un moment c'était dans le top 4 Nottingham Forest et ça s'est un petit peu écroulé sur la fin. C'est intéressant ce que veut faire Nuno Espirito Santo du côté de cette équipe de Nottingham Forest. C'est du bon vieux kick and rush bien à l'ancienne. C'est plutôt intéressant, j'ai bien envie de voir ce que ça va donner quand même en Conference League parce que parmi tous les représentants anglais qu'on a pu avoir en Conference League, c'est peut-être pour moi l'équipe entre guillemets la plus faible que l'on va voir en Conference League et je me demande si ça peut être très intéressant pour les autres clubs d'aller essayer de les taper un peu, de les challenger. Parce que ouais, c'est une équipe qui a quand même pas mal de faiblesses, donc hâte de voir aussi niveau mercato, voir si ça va se renforcer un peu en défense et en attaque aussi, peut-être des ailiers à aller chercher du côté de Nottingham, à voir. 8ème Brighton, ouais, petite déception de ne pas avoir été chercher une petite Conference League, ça aurait été beau avec leur nouvel entraîneur, l'ex-entraîneur du Sankt Pauli, si je dis pas de bêtises, du côté de la Bundesliga 2, il avait été pris, il avait fait la montée avec cette équipe du Sankt Pauli. Très intéressant cette équipe, il y a pas mal de petits cracks, c'est du recrutement par la data, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup en tout cas. Très intéressant cette équipe de Brighton, rien à redire. J'ai hâte de voir l'évolution la saison prochaine. J'aimerais bien les voir justement décrocher une place en Conference League ou en Europa League justement, ça pourrait être très intéressant. 9ème Bournemouth, top 10 pour Bournemouth, incroyable, très belle saison, belle surprise du côté de la Première Ligue, un jeu très intéressant. Ils vont commencer à se faire piller, ça a déjà commencé avec Dean Huijsen qui est parti du côté du Real Madrid, leur défenseur anglais, très très bon, peut-être l'un des meilleurs défenseurs hors du Big Five anglais, clairement c'est juste incroyable. 10ème Brentford, saison intéressante quand même pour Brentford, même si c'est un peu décevant de ne pas avoir été chercher peut-être un petit peu plus haut. Ouais, ça manque peut-être un petit peu d'ambition. Leur entraîneur d'ailleurs est cité dans les rumeurs pour remplacer Ange Postecoglou à Tottenham, donc à voir ce qui va s'y passer. 11ème Fulham. Fulham, c'est, je dirais, presque une petite déception aussi. Fulham, il y a eu pas mal de moyens investis, il y a eu un mercato très intéressant cet été. Pour au final finir 11ème, alors oui, attention, la Première Ligue, elle est très compétitive, mais il y a peut-être le regret de ne pas avoir justement finir dans le top 10 cette saison pour moi. Donc ouais, petite saison décevante. 12ème, Crystal Palace. Crystal Palace, il faut en parler de Palace qui va chercher la FA Cup face à Manchester City. Victoire 1-0, premier trophée majeur dans l'histoire de Crystal Palace.
entraîné par Oliver Glasner. Très intéressant. Cette équipe de Crystal Palace qui est très bien revenue, et je suis très curieux de voir la saison prochaine ce que ça va donner, cette équipe de Palace qui va jouer et la Coupe d'Europe et la Première Ligue. C'est une équipe que j'ai très envie de voir sur la scène européenne. En tout cas, je les attends au tournant. C'est une bonne petite équipe qui est souvent ventre mou de Première Ligue, et j'ai bien envie de les voir passer un cap justement avec cette victoire, et puis leur nouvel entraîneur qui apporte de nouvelles idées. Tout comme Everton 13e, entraîné par David Moyes, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Apparemment, ça devrait mettre les moyens pour le prochain mercato. Est-ce qu'on va avoir un Everton compétitif ? J'en doute. On verra ce que ça va donner. 14e, West Ham, la dégringolade. Le mercato m'emballait plutôt pas mal. Au final, c'est la débandade absolue, West Ham. C'est un club qui est rongé par les agents. C'est complètement nimp. Franchement, si West Ham venait à descendre la saison prochaine, ça ne m'étonnerait presque pas. 16e, les Wolves qui se maintiennent grâce à leur entraîneur qu'ils ont été chercher du côté de l'Arabie Saoudite, si je dis pas de bêtises. Vitor Pereira qui est entraîné du côté de l'Arabie Saoudite, si je dis pas de bêtises, qui vient les sauver in extremis. Enfin, in extremis non, parce qu'il y a une bonne avance, mais en tout cas il a bien assuré leur maintien. Tottenham, j'en ai déjà parlé. Et on va parler des trois derniers, Leicester, Ipswich et Southampton, les trois promus qui finissent relégués tous les trois. Ouais, c'est une déception, clairement, parce que c'est la deuxième fois que ça arrive que les trois promus descendent directement. C'est presque une déception. Honnêtement, Leicester, Leicester, j'aurais bien voulu que ça se maintienne. Malheureusement, c'est pas le cas, ça n'a pas réussi. C'est décevant, très très décevant. Et puis que dire, Ipswich, il y avait eu des moyens d'investir sur des petits jeunes notamment. Ça a clairement pas marché, c'est clairement dommage. Et puis Southampton, la saison de merde, quand tu le vois, je veux dire 2 victoires, 6 matchs nuls, 30 défaites, 86 buts encaissés. Ça commence à bien faire mal. Et puis la saison prochaine, ils vont être entraînés par Will Steele, qui a quitté le Racing Club de Lens et qui va prendre les rênes de l'équipe pour 3 ans, si je dis pas de bêtises. Je suis quand même curieux, mais à mon avis, ça risque d'être un peu compliqué en Championship. Il faudra voir ce que ça va donner en tout cas. Moi par contre j'ai hâte de voir, ça va être Leicester en Championship, j'ai bien envie de les revoir remonter. Et d'ailleurs on va en parler un petit peu du Championship très rapidement, parce qu'il y a des petites choses à dire justement sur ce Championship. Le match à 250 millions de pounds, Sunderland retrouve la Première Ligue, club mythique qui a terminé sur 5 défaites là. Sur les 5 derniers matchs, c'est 5 défaites, waouh. Et bien Sunderland malgré tout qui décroche sa saison, qui décroche sa montée en Première Ligue, aux côtés de Leeds et de Burnley qui terminent à égalité, 100 points chacun. La bataille pour le titre a été intense. Sheffield ne réussit pas à monter malheureusement, dommage pour eux. Que dire Leeds en Première Ligue, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'il risque d'y avoir pas mal d'investissements. Pour moi, je pense que parmi les 3 qui montent, je pense que c'est le club qui a le plus la possibilité de se maintenir, même si ça va se jouer à pas grand chose. Burnley, à mon avis, ça va être très compliqué. Je pense que c'est un club qui va encore faire le yo-yo. Seulement 16 buts encaissés, la meilleure défense de ce Championship, la vache. C'est colossal. Sunderland, entraîné par Régis Lebris, l'ancien entraîneur de Lorient. Ouais, c'est une petite surprise de voir un petit Frenchie à la tête d'un club anglais. En tout cas, surtout en 2e division anglaise. Belle saison malgré tout pour Sunderland. Il a bien redressé le club qui était bien ventre mou de Championship avant. Donc bravo à lui. Ça monte en Première Ligue, ça va rafler quand même pas mal de pognon. J'ai hâte de voir le recrutement qui va être fait par Sunderland. J'ai bien envie de les suivre la saison prochaine. Je vais faire une petite mention spéciale également au 5e,
Coventry City, entraîné par Frank Lampard, qui a fait une très belle saison parce que d'habitude c'est un club qui est pareil ventre mou, limite à se battre pour son maintien en Championship. Et au final ça termine superbement bien. Voilà, manager Frank Lampard. Et ça termine 5ème, ça échoue au barrage malheureusement. De montée, c'était face à Sunderland d'ailleurs. Non, je ne sais plus. Ouais, c'était face à Sunderland. C'était face à Sunderland, leur demi-finale aller et retour. Et malheureusement, ça perd sur un but à la toute fin en plus, hein, si je dis pas de bêtises. Je suis un peu déçu, mais belle mention spéciale. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner la saison prochaine. Parce que c'est pas un club ultra riche, mais j'ai bien envie de voir ce qui va être fait. Mention également à Luton qui joue en première ligue la saison passée, qui va descendre en 3ème division. La chute elle est drastique, c'est à ne plus rien comprendre. De toute façon, il n'y a pas d'argent dans ce club. Tu sentais que de toute façon c'était un ovni la montée en première ligue. Mais voilà, Cardiff aussi, hein, d'ailleurs, ça me fait très plaisir de les voir descendre après tous les scandales encore autour du décès, de la tragique disparition d'Emiliano Sala. Franchement, ça me fait très plaisir de les voir descendre en tout cas. Voilà pour cette deuxième division anglaise. On va se faire une petite pause 5 minutes pour aller s'hydrater un petit coup. Petit passage aux toilettes. On se retrouve, il est 21h42. Et bien on se retrouve d'ici 21h47 pour la suite de ce stream. Je vous dis à tout de suite les amis. On se retrouve tout de suite à 21h47. À toutes les amis.
Et on est de retour. On va se remettre bam sur le stream pour la suite de ce stream, ce quatrième Royal Match. J'en ai profité pour boire un petit coup parce que j'allais perdre ma voix sinon. Donc, on va passer à la suite de ce stream. On va parler de la Liga assez brièvement, comme je vous l'ai dit, parce que c'est un championnat que j'ai pas trop suivi cette saison et plus en général, le football espagnol ne m'attire de moins en moins. Je sais pas si c'est la philosophie de jeu des équipes ou si c'est le fait que peut-être ça manque d'un petit quelque chose qui fait que je n'ai plus cette accroche comme j'ai pu l'avoir il y a certains temps. Pour le football espagnol, j'ai un peu plus de mal par rapport où on en parlera un petit peu plus tard à la Bundesliga qui est un de mes championnats préférés actuellement. J'adore la Bundesliga, le championnat allemand me passionne beaucoup. Aux côtés de la Première Ligue évidemment, mais on va venir à ce football espagnol, à cette Liga qui voit le FC Barcelone être sacré avec 4 points d'avance sur le Real. Que retenir de cette saison ? Un FC Barcelone qui est très intéressant. L'arrivée d'Hansi Flick fait beaucoup de bien à cette équipe barcelonaise. Xavi avait posé peut-être les premières fondations, et bien Flick a tout simplement continué le chantier, il n'y a pas d'autre mot. 102 buts inscrits en championnat. Je crois que ça faisait très longtemps qu'une équipe n'avait pas marqué autant de buts. Peut-être que je dis des grosses bêtises. 87 buts, on va revérifier sur les saisons précédentes. Ça commence à remonter, un champion, en tout cas une équipe espagnole qui met plus de 100 buts. Ça commence à remonter, on arrive peut-être aux années Messi-Ronaldo, je pense, 85 buts là ici. Je regarde un petit peu. Et là, ça commence à remonter. 2018-2019, 90 buts pour le Barça. Ouais. 2017-2018, 99 buts pour le Barça qui fait sa saison presque invaincue. 2016-2017. Ouais, putain, faut remonter à la saison 2016-2017 pour revoir une équipe espagnole marquer plus de 100 buts. Et c'était encore le FC Barcelone, 116 buts. C'est quand même assez fou. Assez fou, c'est les époques Messi-Ronaldo encore 2016-2017. Donc 2024-2025, on y revient, plus de 7 ans après. Le Barça qui met 102 buts, qui en encaisse 39. C'est vrai que défensivement, le Barça d'Hansi Flick, c'est un peu compliqué, je trouve. À voir quand même les chantiers qui vont être faits cet été par le Barça, mais il y a encore des choses à faire au niveau de cette équipe. Deuxième, le Real. Bon, que dire du Real Madrid cette saison ? C'est une déception. C'est une déception. Alors oui, évidemment, tu fais deuxième de Liga, c'est sûr que c'est quelque chose, mais bon, t'es le Real Madrid, t'es un club qui est l'un des plus ambitieux, qui est même le plus ambitieux d'Europe. Tu as des moyens colossaux, tu as plus grande star du monde, et c'est là en fait que se cache le défaut du Real Madrid. C'est que tu as l'impression de revenir à l'époque des Galactiques. Florentino Pérez replonge dans ses travers, j'ai envie de dire. L'époque où ça allait chercher au début Luis Figo, puis Zidane, puis Beckham, puis Michael Owen, tout ça, ces petits joueurs là, toutes ces stars, et au final tu te retrouves plus avec une panoplie de stars plutôt qu'un véritable collectif, parce que tu travailles avec des gars qui n'en ont que pour leurs statistiques à la fin de la saison, et pas des gars qui ont envie de pousser l'équipe vers l'avant. Et c'est le principal problème en fait de cette équipe du Real. Donc la deuxième place, elle s'explique très bien. Et puis dans le jeu de Carlo Ancelotti, ça atteint ses limites. Et puis voilà, que dire aussi du meilleur buteur de cette Liga, Kylian Mbappé. Alors oui, il y a 31 buts, statistiquement la saison elle est réussie pour Kylian Mbappé, mais dans le jeu, j'en attends beaucoup plus d'un joueur de cette qualité-là. Je suis en droit d'en demander plus d'un Kylian Mbappé dans le jeu, quoi, en fait, tout simplement. Donc, déception ce Real. On espère que l'arrivée de Xabi Alonso va faire du bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le petit jeune anglais défenseur Dean Huijsen qui arrive en défense. Je pense que ça va faire beaucoup de bien. J'ai hâte de voir le jeu justement de ce Real Madrid la saison prochaine avec Xabi Alonso, avec cette défense à 3, j'imagine. Je pense que tu as moyen de développer un très beau projet au sein de ce Real Madrid. Changer l'identité de jeu du Real Madrid, c'est peut-être le pari, et je suis très curieux de voir ce que ça va donner.
Troisième l'Atlético, la place classique, hein, j'ai envie de dire, de l'Atlético Madrid, hein, qui est toujours un peu le dindon de la farce, hein, et qui ramasse les miettes, j'ai envie de dire. Bonne saison, hein, quand même, malgré tout, de l'Atlético. Mention spéciale à Julián Alvarez, qui avait été recruté en provenance de City, qui fait une bonne saison. J'ai hâte de voir justement les prochaines saisons, voir comment il va évoluer, ce qui va prendre la succession d'Antoine Griezmann, qui a d'ailleurs reprolongé pour une nouvelle saison. Très curieux justement de voir un peu ce que ça va donner pour ce petit Julián Alvarez qui montre de bonnes choses sur le terrain, c'est très intéressant. Et toujours... ah oui, hein, Diego Simeone sur le banc, ça fait toujours plaisir de le voir, hein, en tout cas. Le reste du championnat, l'Athletic Bilbao 4ème qui va aller jouer la Champions, Villarreal 5ème, 6ème le Betis qui va donc jouer l'Europa League malgré avoir perdu la finale de Conference League, 7ème le Celta Vigo, belle surprise également le Celta Vigo qui finit 7ème. Le Rayo Vallecano, pareil, énorme surprise qui termine en Conference League s'il vous plaît. Osasuna 9ème, je suis un peu déçu d'Osasuna, c'est un club des fois un petit peu surprise et je m'attendais à ce que ça joue la place européenne et au final ça échoue à pas grand chose. Ça se joue à quoi si on regarde un petit peu le classement, ça se joue peut-être à la meilleure défense, ouais c'est ça, hein. Je pense que c'est ça, hein, la manière de les départager, c'est dommage pour Osasuna. Mallorca 10ème, ouais pourquoi pas. La Real Sociedad 11ème, ça fait très mal pour un club comme la Sociedad de finir 11ème. Ça fait très mal, surtout que tu as marqué que 35 buts, même pas un but par match en moyenne. Pour une équipe comme la Sociedad, c'est une énorme déception, hein, très honnêtement. Et c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Alors Valence, ça fait une grosse remontada parce qu'il y a un moment où ils étaient clairement dans la zone rouge, ils étaient même lanterne rouge si je ne dis pas de bêtises à un moment. Ou quoique, je dis peut-être des conneries, mais saison très décevante pour Valence. Retafe 13ème, pareil, Retafe ça a fait une belle petite remontada au classement, très intéressante. Le Deportivo Alavés 15ème, Gijón 16ème, saison décevante malgré la Champions League, enfin la participation en Champions League, et pourtant Gijón en plus... Gijón, ça mince. Avec Mitchell en entraîneur, on prônait justement son beau jeu la saison dernière. Là, ça se casse un peu la gueule, hein. 41 points à 1 point de la descente, ça fait très mal. Séville 17ème, là ça commence à taper. Pour ce club qui a été multiples fois champion de l'Europa League, tu finis à 1 petit point d'une relégation. Je peux vous dire que ça va faire très mal et je pense que la saison prochaine va être extrêmement compliquée pour Séville, à moins que on ait un pompier de service qui arrive et qui fait une superbe saison avec le club. Mais là, en attendant, c'est très compliqué. Et les 3 relégués, Leganés, Las Palmas et Valladolid. Valladolid qui fait une saison quand même cataclysmique. Seulement 16 points, justement à 16 points du 19ème déjà. C'est dinguerie. C'est dinguerie. Et 32 points, ça suffit même pas pour se maintenir, hein, vous le voyez, hein, parce que même le premier relégué, 40 points déjà. Il y a quand même du niveau, mais je sais pas, le championnat espagnol, j'ai un peu plus de mal avec. Si je regarde un petit peu la Liga 2, je voulais voir quels étaient les promus. Levante, Elche et la Real Oviedo, c'est ça, j'imagine. Il n'y a rien de précisé, mais je pense que c'est ça. Malaga qui est là avec le Deportivo de La Coruña, 2 clubs assez mythiques qui se maintiennent d'ailleurs. Ça fait plaisir. Le Real Santander 5ème, beau petit club aussi, un club très populaire en Espagne. Luis Suarez, meilleur buteur de cette Liga 2. Alors attention, on parle pas de Luis Suarez El Pistolero, hein, c'est le Luis Suarez qui est passé à l'OM, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Hein. Mais Levante, qui termine champion de cette Liga 2. Levante, j'ai l'impression que c'est presque un peu le FC Metz espagnol, vraiment ça arrête pas de faire l'ascenseur. La Real Oviedo qui remonte, c'est le club où a évolué Santi Cazorla, si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Mais je sais pas s'il y a encore... Ouais, Santi Cazorla, toujours là. Ouais, pourquoi pas. Mais le retour tant attendu du Real Oviedo en Liga pourrait arriver aujourd'hui, on dirait ça. Ah non, il y a eu des playoffs. Ah, il y a des playoffs avec Almeria, ok. Ça se joue le 7 juin et le 11 juin. Écoutez, je l'apprends, ça va se jouer comme ça. Pourquoi pas. Hâte de voir ce que ça peut donner alors. La Real Oviedo qui retourne en Liga, ça fait peut-être un petit moment. Donc ouais, pourquoi pas.
C'était la page très rapide sur le football espagnol, comme je vous l'ai dit, j'ai quasiment pas suivi le football espagnol cette saison, donc voilà, je préfère passer dessus et pas dire de conneries. On va passer à la Serie A. Pareil, la Serie A c'est compliqué à la suivre parce qu'elle n'a pas été diffusée en France, à part l'équipe qui a diffusé quelques matchs de Serie A. Ils ont obtenu les droits, des droits pour quelques matchs l'espace d'une partie de la saison. Et la Serie A, ça a été compliqué de la suivre, donc j'ai pu me contenter des classements, des actus. Avec le dénouement qui se fait à la toute fin, le Napoli, sacré champion, au nez à la barbe de l'Inter qui a décidément tout perdu, en plus de perdre la finale de la Coupe d'Italie, si je ne dis pas de bêtises. L'Inter qui a perdu la Coupe d'Italie, si je ne dis pas de bêtises. Si on remonte un petit peu. En demi-finale, oui, ils perdent contre l'Inter. Et le match retour 3-0 fait très mal à Giuseppe Meazza. Ça a fait très mal. Ça a fait très mal pour cette équipe. Mais en tout cas, le classement de cette Serie A, le voici. Donc le Napoli champion. Antonio Conte maintenu à son poste, ça a été officialisé. L'Inter va très certainement acter le départ de Simone Inzaghi, j'imagine. Saison quand même un peu décevante, on pouvait s'attendre à mieux, mais en tout cas bravo à Antonio Conte, qui nous fait du Conte, j'ai envie de dire. Équipe extrêmement solide, il a l'habitude de la Serie A, j'ai envie de dire c'est son terrain de jeu, donc bravo à lui. Troisième, l'Atalanta, très très belle saison de l'Atalanta. Franchement très intéressant. À noter que Gasperini, l'entraîneur historique de l'Atalanta, va quitter le club et s'engage avec la Roma. Je ne sais pas si ça a été officialisé, mais en tout cas c'était sur les grosses rumeurs. Hâte de voir le projet qu'il peut installer à la Roma en tout cas. Mais du côté de l'Atalanta, ça a réussi parce que tu as eu la consécration en Ligue Europa. Et puis dans le jeu, voilà, c'est une très belle équipe à voir jouer, l'Atalanta. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et que va devenir l'Atalanta, on verra, mais en tout cas, pourquoi pas. La Juventus, saison particulière, dirons-nous, pour la vieille dame. 70 points, tu vas quand même en Champions League. L'idée d'aller chercher Thiago Motta au tout début de la saison, c'est une très belle idée, d'aller tenter le pari Thiago Motta. Tu fais un mercato qui, sur le papier, était très intéressant. Et au final, plus la saison avance, plus le jeu devient pas terrible. Et au final, tu fais pas non plus une grosse saison. Tu termines la saison avec Igor Tudor, qui a fait une bonne saison, une bonne fin de saison avec cette Juve. Il a bien redressé le club. Est-ce qu'il va rester au club ? Je ne sais pas. J'avais vu que la Juve s'intéressait à Bruno Genesio, ça m'a fait beaucoup sourire. Et aussi à noter, voilà, vous le voyez sur les titres des infos, Damien Comolli arrive à la Juventus. Alors Damien Comolli, c'était l'ancien directeur de Toulouse qui arrive en tant que directeur général de la Juventus. Donc très intéressant de voir ce que ça peut donner. Ils se débarrassent également de leur directeur sportif. Il se passe pas mal de choses et on va voir ce que ça va donner pour cette équipe de la Juve. Et leur retour en Ligue des Champions, voir comment ça va se profiler. 5e, la Roma, quelle remontée au classement par un homme qu'on adore dans le monde du football. C'est un monsieur qu'on adore, le Mister Claudio Ranieri. Forcément, c'est pas pour son jeu qu'on l'admire, mais je pense que c'est plus pour l'homme qu'on apprécie cet entraîneur qui incarne énormément de choses. C'est un entraîneur qu'on a envie de porter dans notre cœur parce que voilà, tu penses forcément au Leicester 2016, à la manière dont il parle en conférence de presse. C'est un gars qui fait le show, voilà, c'est un entraîneur qu'on apprécie. Tu peux pas détester ce gars-là. Il est très humain, c'est un entraîneur que moi j'aime beaucoup justement sur cet aspect-là. Donc bravo à lui. On aurait pu presque croire à une qualif en Champions League, malheureusement ça s'est pas fait. Mais en tout cas tu qualifies la Roma en Europa League. Bravo, grande mister Claudio Ranieri. Et hâte de voir justement avec Gasperini ce que ça peut donner. Et Claudio Ranieri va pouvoir se remettre à la retraite, j'imagine, et puis suivre ce que va donner son petit club de cœur, évidemment. 6e, la Fiorentina qui a d'ailleurs acté le départ de son coach.
La Fiorentina qui va donc se qualifier une nouvelle fois en Conference League. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. C'est un bon club avec des bons joueurs, notamment la renaissance de Moïse Kean qui a fait une superbe saison du côté de la Fio. Très intéressant de voir ce que ça va donner. 7ème la Lazio qui ne se qualifie pas en Coupe d'Europe, c'est assez étonnant, mais pourtant ouais, ça arrive. La Lazio donc qui s'est séparée de son entraîneur et qui pourrait faire revenir Maurizio Sarri, de ce que j'ai cru comprendre. Choix assez étonnant, mais pourquoi pas. 8ème, la plus grosse déception, j'ai envie de dire, hein. L'AC Milan. C'est une saison qui est catastrophique. Ça a très mal commencé avec Paolo Fonseca. Le choix de Sergio Conceição pouvait paraître intéressant. Bon, au final, la saison, elle est catastrophique. Tu vas même pas accrocher l'Europe. C'est très 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 décevant et je pense que ça risque de liquider pas mal, je pense, au mercato. Je sais pas s'il y aura énormément pour faire des grosses recrues, mais bon courage à l'entraîneur qui va débarquer au Milan parce qu'il y aura du boulot. 9ème, Bologne qui fait quand même une saison intéressante malgré tout, qui gagne la Coupe d'Italie et qui est donc qualifié en Europa League. C'est à noter. Saison quand même très intéressante, c'était la saison de transition, c'était la saison après Thiago Motta. Fallait noter également le départ de Joshua Zirkzee, mais malgré tout ça fait une bonne saison, 9ème, ça finit encore top 10 de Serie A. C'est une équipe qui a des joueurs très sympas, notamment si vous jouez à Football Manager. Des fois je vais faire un petit peu mes courses du côté de Bologne, notamment au milieu de terrain, ils ont des bons petits joueurs. C'est une très belle équipe. Bologne, franchement, rien à redire. Si on regarde un petit peu dans les joueurs, j'arrive pas à me rappeler à chaque fois. Oui, c'est Lewis Ferguson. Je vais souvent le chercher sur mes petites carrières à chaque fois sur Football Manager. Il est très intéressant ce milieu de terrain. J'aime beaucoup. Et voilà, en tout cas, bravo à Bologne également pour cette Coupe d'Italie qui n'avait pas gagné. Enfin, c'était leur premier trophée depuis 50 ans. Incroyable. Comé, le club de Cesc Fabregas. Très intéressant, tu finis 10ème. Saison intéressante et j'ai très envie de voir comment va évoluer le projet. Ils ont des bons petits joueurs, notamment Maxence Cacré qui a été recruté en provenance de l'Olympique Lyonnais. J'ai hâte de voir justement ce que ça va donner parce que c'est un projet qui m'emballe plutôt pas mal et j'ai envie de le suivre la saison prochaine, ce projet du côté de Comé. C'est très intéressant parce que Fabregas a dit qu'il resterait en poste et qu'il veut continuer à développer le projet et justement je suis très curieux de voir ce que ça va donner. 11ème le Torino, bon, 12ème l'Udinese, 13ème le Genoa, 14ème l'Hellas Vérone, 15ème Cagliari, 16ème Parme qui se maintient dans l'élite, 17ème Lecce, 18ème Empoli, 19ème Venezia et 20ème Monza qui a fait une saison assez catastrophique aussi, hein. Franchement les derniers à chaque fois de chaque championnat ils ont fait des saisons cataclysmiques, hein. On a Montpellier aussi en France, waouh. Donc ouais, Venise et Empoli qui descendent malheureusement. Pourtant Empoli avait des bons petits joueurs, enfin en tout cas des bons petits jeunes avec un petit peu de potentiel, très intéressant. On va parler justement de la série B, je voulais en parler. La série B parce qu'il y a un club qui monte et ça me fait très plaisir parce que je les ai entraînés sur Football Manager. Alors premier Sassuolo qui remonte en Serie A, c'était ce qu'il fallait. Et le deuxième c'est Pise. Pise c'est un club que j'ai entraîné sur Football Manager et ça me fait très plaisir de voir justement qu'ils sont remontés en Serie A. Ça faisait un petit moment qu'ils n'étaient pas remontés et à noter qu'ils sont entraînés par monsieur Pippo Inzaghi. Et oui, Filippo Inzaghi est l'entraîneur de cette équipe de Pise, je ne le savais pas. J'ai découvert ça justement quand j'ai vu dans les actualités que Pise remontait en Serie A. J'ai vu Filippo Inzaghi va peut-être retrouver son frère et tout. Putain, j'étais là en mode what the fuck. Et oui, Pise qui remonte en Serie A. Belle petite saison, 64 buts inscrits, 36 d'encaissés. Ouais, c'est une saison très intéressante. Tu finis à 10 points du 3ème, la Spezia. C'est une belle saison. Franchement, ouais, très intéressant. Mais écoutez, en tout cas, voilà, Pise qui monte, ça me fait très plaisir justement de voir ce club que j'ai entraîné sur Football Manager qui monte du côté de la Serie A. Ça fait très plaisir. Donc à voir ce que ça donnera la saison prochaine. Je vais suivre l'évolution de ce club justement. Ça m'a beaucoup fait sourire justement de voir qu'il montait en Serie A. On va parler ensuite football allemand, évidemment, la Bundesliga.
Ce championnat que j'apprécie énormément, j'aime beaucoup la Bundesliga. Euh, cette Bundesliga qui a été remportée donc par le Bayern. Le Bayern qui commence petit à petit à se remettre en mode rouleau compresseur, j'ai envie de dire. Ça repart plutôt bien. Vincent Kompany fait un travail intéressant, mais attention quand même parce que défensivement, cette équipe du Bayern, elle a encore quelques petites lacunes. Donc attention, mais en tout cas ça fait un beau champion, tu termines à 82 points. Leverkusen 69 points. Bon, c'était la saison d'après le titre, c'était la saison après avoir été invaincu en Bundesliga. C'est sûr que c'est une performance que tu ne peux pas vraiment rééditer, mais en tout cas ça reste une saison franchement excellente pour le club. D'autant plus quand tu vois le troisième, l'Eintracht Frankfurt, troisième, 60 points. À noter les buts d'Hugo Ekitike notamment qui s'est bien relancé là-bas. Très belle saison de Francfort. Hâte de voir ce que ça peut donner également cette équipe-là en Champions League, voir si Ekitike va rester ou pas. Quatrième Dortmund, saison compliquée, hein. Ça avait commencé très mal cette équipe de Dortmund, cette équipe qui les entraînait, j'ai oublié son nom, Nouri Sahin qui les entraînait. Le début de saison est cataclysmique, ils sont à la deuxième partie de tableau et c'est Niko Kovac qui arrive et qui les remonte en place de Champions League. On verra ce que ça va donner, ça termine sur 5 victoires sur les 5 derniers matchs. Faudra voir ce que ça va donner cette équipe de Dortmund, je suis plutôt curieux, mais il va falloir quand même des renforts et il va peut-être falloir remettre en question le projet du club aussi parce que pour moi il y a quand même pas mal de problèmes. Cinquième, Fribourg qui se qualifie en Europa League en ayant une différence de but négative à noter. C'est la petite spécificité de cette équipe de Fribourg qui se qualifie donc en Europa League. Équipe fort sympathique en Allemagne qui fait des qualifs régulières justement en Europa et en Conference League depuis quelques saisons. Sixième, Mayence, le FC Mainz, l'ancien club de Jürgen Klopp pour ses débuts en tant qu'entraîneur et puis en tant que joueur également. Belle saison, belle révélation cette année. La petite surprise de Bundesliga, ça fait très plaisir. 52 points à 1 point du Rasenballsport Leipzig. Saison très compliquée, la gueule de bois pour Leipzig. Saison nauséabonde pour ce club. Honnêtement, je voyais beaucoup plus un Erik ten Hag arriver du côté de Leipzig, qui a finalement signé du côté de Leverkusen. Cette équipe de Leipzig a du gros taf à faire. Niveau des joueurs, il y a, je pense, un gros taf au niveau du remaniement d'effectifs et du jeu également pour faire en sorte que ce club redevienne compétitif et aller rechercher une qualif en Ligue des Champions. C'est clairement dans les objectifs de Red Bull. Donc il faut aller le refaire parce que pour l'instant c'est pas ça. A noter également la victoire de Stuttgart qui est 9ème. Stuttgart a remporté la Pokal, donc la Coupe d'Allemagne, face à l'Arminia Bielefeld, pensionnaire de 3ème division allemande, sur le score de 4-2 avec un doublé d'un petit Frenchie si je ne dis pas de bêtises. J'avais vu passer ça. C'est Enzo Mio qui avait marqué un doublé. Donc très intéressant aussi cette équipe de Stuttgart. On va voir ce que ça va donner en Europa League. Je pense que c'est un championnat, une Coupe d'Europe qui va leur correspondre. Donc hâte de voir tout ça. On va se mettre sur la Bundesliga 2. Je voulais voir qui c'est qui montait. Je sais qu'il y a Cologne, c'est un club que je regarde pas mal. Ça m'a fait très plaisir qu'il remonte puisqu'il termine champion tout simplement. Et c'est les deuxièmes, le club mythique d'Hambourg qui remonte et Elversberg qui va jouer un barrage, j'imagine, pour pouvoir monter. Ouais, c'est ça. On va se remettre sur le programme complet des matchs. Et c'est Heidenheim qui se maintient, Heidenheim qui s'est maintenu. J'avais pas vu passer le résultat. Et bien pourquoi pas, tout simplement. Ok. Et bien voilà, donc les deux qui montent, ça sera Hambourg et Cologne. J'ai hâte de les revoir justement en Bundesliga, ces clubs-là. Parce que c'est des clubs qui n'ont pas leur place en deuxième division. C'est des clubs mythiques en Allemagne, donc surtout Hambourg, vainqueur de la Ligue des Champions. En quelle année ? Je ne sais pas. 78 peut-être ?
Je ne sais pas. On va regarder la page Wikipédia du club. Je dis peut-être une énorme connerie. Peut-être dans les années 60 plutôt, Hambourg. Alors, si on va regarder dans le palmarès du club. Là c'est un non, c'était en 83. En 83, ok. Je pensais que c'était un peu plus tôt. Et bien pourquoi pas. L'AC2 en 77, finaliste de l'AC3 en 82. Voilà, c'est pas du petit club, c'est un très bon club allemand. Très beau stade, très belle ambiance du côté d'Hambourg. Donc voilà. On va faire un petit tour très rapide sur... on va déjà parler de l'Eredivisie, le championnat néerlandais. Parler quand même du choke de l'Ajax. L'Ajax qui avait 9 points d'avance sur le PSV. Et qui termine deuxième. C'est magnifique, avec un point de retard. Non mais c'est quand même une dinguerie. C'est quand même une dinguerie. D'ailleurs, leur entraîneur de l'Ajax, Francesco Farioli, l'ancien entraîneur de Nice, il a directement déposé sa démission et il a reconnu que c'était quand même une dinguerie. Non, franchement, tu peux pas perdre ton titre comme ça à la toute fin, quoi. Dans le sprint final, c'est quand même une dinguerie. Donc bravo au PSV de Peter Bosz, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Qui finit champion de l'Eredivisie. Voilà, je voulais faire ce petit point là sur l'Eredivisie, ça m'a fait quand même très très sourire de voir ça. Le Feyenoord de 3ème, ça va jouer l'Europa League, donc il va falloir voir ce que ça va donner. Mais voilà, c'était le petit point que je voulais faire là-dessus. On va parler de la Ligue portugaise et on aura fini notre petit tour des clubs. On va faire un petit tour sur Transfermarkt après pour faire le point sur les dernières officialisations, les petites rumeurs, etc. Et on pourra clôturer ce stream. Le championnat du Portugal qui a vu le sacre du Sporting, le Sporting de Victor Gyökeres, qui termine donc champion à 2 points de Benfica et à 11 points de Porto. Porto, ouais, saison un peu décevante, c'est vrai que c'est compliqué les saisons de Porto, il y a des soucis économiques si je ne dis pas de bêtises. À la présidence de Porto, c'est Andrés Villas-Boas si je ne dis pas de bêtises, et qui essaie justement de remodeler le club pour lui faire retrouver les sommets, donc c'est une reconstruction pour le club qui en plus a de très bons jeunes, on connaît de toute façon la qualité de formation au Portugal, donc on verra ce que ça va donner. Donc en tout cas voilà, le Sporting champion avec Victor Gyökeres, on verra où ça va l'emmener. 39 buts en championnat, c'est quand même une dinguerie parce que si tu additionnes les 2 autres meilleurs buteurs, ça fait 38, c'est un but de moins que le meilleur buteur, c'est quand même une dinguerie. Je pense que ça résume très bien justement. À noter la relégation de Boavista, le club présidé par Gérard Lopez, qui termine dernier, qui n'a même pas les moyens de payer sa facture électrique. Bon voilà, quand on arrive à ce point-là, tu sais ce qui va arriver. De toute façon, on craint le pire de toute façon. Mais bon, voilà. On va aller sur Transfermarkt, se balader un petit peu vite fait. Hop là, Transfermarkt. Et on va regarder un petit peu les dernières officialisations du mercato. Niveau entraîneur, donc oui, j'avais parlé d'Eric Ten Hag qui arrive du côté de Leverkusen. En France, je ne sais pas s'il a été officialisé. Monsieur Pierre Sage du côté du Racing Club de Lens. Les rumeurs, les transferts les plus récents, Enzo Lefebvre qui a été transféré du côté de Sunderland, donc Régis Lebris va retrouver son ancien joueur pour 23 millions d'euros. Alors tous les transferts, on va regarder ça. Est-ce que je peux avoir si je recherche par exemple la Ligue 1, juste pour la Ligue 1 déjà, montrer. On va regarder un petit peu. Andrei Ilić, oui, alors ça c'était une option d'achat qui a été levée. Irving Cardona également, définitivement acheté par l'AS Saint-Etienne pour 2,5 millions d'euros. C'est une très bonne chose justement qu'ils arrivent à pouvoir le garder. On peut noter le départ de Joubal de la JOCR après 5 ans au club. C'est très bien. Première recrue du RC Lens, putain je l'avais pas vu passer celle-là. Jérémy Agbonifo, pardon, pour 6,5 millions. Oh, beau petit pari qui vient d'un club suédois. Je ne connais pas ce joueur. On va regarder un petit peu sa fiche justement, c'est l'occasion de découvrir des joueurs. Peut-être que le RC Lens a mis la main sur une petite pépite, on ne sait pas. Seulement 19 ans, 1m78, un petit ailier droit.
Ouais, pourquoi pas. En prêt, ok. Il est prêté avec une option d'achat peut-être. Option d'achat avec conditions, ok. 2 millions, ouais. Petite cote qui a augmenté forcément. Peut être intéressant. Pied gauche. Il joue sur les 2 postes. Ouais. Un Eli qui rentre, ouais, j'imagine. Ok, ok. Attendez, 8 matchs de Ligue 1. Attendez, comment ça? J'ai raté un truc là. Attendez, il est arrivé quand? 29 janvier, il est arrivé cet hiver. Bah, je crois que ça prouve bien que j'ai pas trop suivi le RC Lens. En même temps, c'est mon club rival, mais bon, j'ai envie de dire, voilà. Ok, ok. Bon, on va pas trop en reparler. on verra ça plus tard. On verra sur la saison prochaine ce que ça peut donner, ce petit gars. Bref. Joshua King et Gabriel Soiseau ont été libérés par Toulouse. Leur contrat a pris fin. Bon, sinon, on n'a pas de gros départ à noter. Paolo Lopez, tiens, qui part du côté du Mexique pour 4,8 millions. Rémi Cabella qui part librement du côté de l'Olympiakos. Pierre-Emile Heuberg, est-ce que l'option d'achat elle a été levée? Je suis curieux. Je joue à 13,5 en prêt. Option d'achat. Est-ce que ça a été fait? Je pense pas. Ça a peut-être pas l'air d'être officiel. On va attendre un petit peu pour le savoir en tout cas. Ok. Bon, au niveau de la Ligue 1, il n'y a pas grand-chose pour l'instant qui s'est passé. Si je regarde du côté de la Première Ligue, en revanche, la Première Ligue, montrée. Voyons voir un petit peu au niveau de la Première Ligue. Rien du tout pour l'instant. Ok. Si on regarde la Liga, nos résultats. Merde, faut tout attacher. La Liga. Ok. Pardon. La Liga. Est-ce qu'on a eu quelques petits trucs? La Liga. Pas grand chose pour l'instant, de ce que je vois. En tout cas, pas de grosses recrues à noter, c'est ça que je voulais dire. Modric qui s'en va, Vasquez. Ça fait mal de voir ces noms-là qui partent du Real. Axel Witsel qui part de l'Atlético Madrid. Azpilicueta aussi, je l'avais vu passer. Reinildo, l'ancien du LOSC également, qui s'en va. Il y a pas mal de petits départs. Ça peut faire des bonnes pioches pour certains clubs. Alors Axel Witsel, 36 ans, ça commence à se faire un petit peu vieux, mais par exemple un petit Azpilicueta, je pense que tu peux retenter de faire le truc, de faire le petit pari. Tu peux faire le pari en vrai. Alors par contre pour la Première Ligue, je crois que j'étais pas sur la bonne Première Ligue. Je crois que j'ai cliqué sur la première Première Ligue arrivée en fait. L'Angleterre, s'il vous plaît. Angleterre, Première Ligue, voilà. Je pense que là j'aurai un petit peu plus de trucs qui vont se passer. Ah voilà. Keller, le gardien de Liverpool, ça je l'ai vu passer, qui part du côté de Brentford pour 14,8 millions. Mark Flecken également qui part de Brentford et qui arrive vers Leverkusen pour prendre la place de Radecki du côté de Leverkusen. Donc première recrue sous Erik ten Hag. Je suis vraiment très pressé de voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on a d'autre un petit peu? Mateus Cunha, voilà, j'en parlais, pour 74,2 millions d'euros du côté de United. C'était le montant de sa clause libératoire. Rick Whelan qui part librement aussi. Putain, ça peut être un bon petit coup ça à aller chercher. Jérémy Frimpong également, que Liverpool a acheté pour 40 millions d'euros. Belle petite recrue, j'ai hâte de voir son évolution également. Joshua Kwarchi, petit crack ça, petit crack FM. Transféré d'Offenheim vers Southampton, première recrue sous Will Steele, peut être très intéressant aussi. Michael Kayode qui arrive du côté de Brentford. Putain, la Fiorentina qui vend Kayode pour 17,5 millions, ok. Jorginho, le contrat a pris fin, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre un petit peu? Robin Olsen qui part du côté de Malmö, 35 ans. Victor Lindelöf, Christian Eriksen, Johnny Evans, ça s'en va de United. Ça va libérer des gros salaires en fait, c'est surtout ça. Ok, deuxième page, qu'est-ce qu'on a un petit peu? Est-ce qu'on a d'autres gros trucs? Heuberg, ça a l'air d'être officiel en tout cas. On verra. Neil Maupay aussi, ouais, je regarde un petit peu.
Jamie Vardy également qui part de Leicester. C'est dommage. Bon, après, en même temps, voilà, ça commence à faire pas mal d'années. Hein. Je crois 500 matchs, 200 buts pour lui. Kevin De Bruyne qui devrait arriver du côté du Napoli, ça n'a pas encore été fait. C'est sûrement encore en pourparlers. Et Sugo qui arrive du côté de Chelsea, putain, ils achètent déjà. Yann Couteau qui arrive du côté de Dortmund, pour 25 millions d'euros, ok. Vuskovic, oh petit crack, ça qui arrive du côté de Tottenham pour 11 millions. Estevayo du coup qui arrive définitivement du côté de Chelsea. Kevin Danso, je sais pas si la clause d'achat a été bien prise. Samuel Ameyo qui est transféré définitivement vers Strasbourg pour 7 millions d'euros, très intéressant. Lloyd Kelly qui est transféré définitivement aussi du côté de la Juve. Donc je crois que c'est un peu un petit montage financier tout ça, si je dis pas de bêtises. Le petit Kendry Paez également, 10 millions du côté de Chelsea. Putain, ça va vraiment piocher des bons petits cracks. Hein. C'est très intéressant, j'ai hâte de voir l'évolution de ces petits joueurs justement. La Bundes. Est-ce qu'on a quelques petites officialisations du côté de la Bundesliga, en espérant qu'ils ne mettent pas la Ligue autrichienne? Non, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu? Donc Andrei Illich, je l'ai dit. Tim Lamperle, qui quitte le FC Cologne pour aller du côté d'Offenheim. Ok. Qu'est-ce qu'on a un petit peu? Pas de gros départ pour l'instant. Jérémy Frimpong, on en a parlé. Ouais, pour l'instant, je vois pas. Si Jonathan Tah qui est parti du côté du Bayern librement. Attention, parce que ça, c'est une très belle recrue. À voir ce que ça pourra donner. Parce que de toute façon, le Bayern a besoin de recrues en défense, de toute façon. Mais sinon, en tout cas, je vois pas de gros départ. En tout cas, après, sinon, à re-signaler. Je regarde un petit peu dans les noms qu'on connaît. Jérôme Roussillon, il a pas joué du côté de Bordeaux, ce gars-là? Si je dis pas de conneries. Je dis peut-être des grosses conneries. Hein. Non, c'est Sochaux et Montpellier. Putain, je dis des grosses conneries. Wolfsburg, ça par contre, oui. Je le revois très bien avec le maillot de Wolfsburg. Putain, pourquoi j'ai pensé à lui? Eric Dyer qui part du côté de Monaco librement. À noter aussi. Hein. Robin Gosens qui part du côté de la Fiorentina. Ah, pas mal ça. Belle recrue d'expérience en tout cas. Yann Couteau qui arrive du côté de Dortmund, ça oui, on le savait. Ludovic Ajor qui rejoint définitivement Brest, ça aussi. Ouais. Kevin Vollant, l'ancien de l'AS Monaco qui part du côté du 1860 Munich. Très intéressant ça. Très intéressant. Qu'est-ce qu'on n'a pas regardé? La Serie A. Qu'est-ce qu'on a un petit peu au niveau de la Serie A? En Italie, Serie A, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on a un petit peu? Enzo Lefebvre, qui part du côté de Sunderland. Qu'est-ce qu'on a un petit peu au niveau des gros transferts? Nico Gonzalez qui part du côté de la Fio, ça oui, on le savait. Ok, bon, sinon après je vois pas. Di Gregorio, mais ça c'était en début de saison. Amrabat du côté de Fenerbahçe. Non, il n'y a pas de grosses surprises. Hein. Oh, si Jack Nias, tiens, un ancien du LOSC, transféré du côté de l'Hellas Vérone. Je l'avais pas vu passer ce transfert. Ok. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour au niveau du petit point mercato actuel. Il n'y a pas non plus énormément de mouvements. Du coup, alors attendez, je vais juste switcher sur mon petit écran de pause. Le temps que j'aille chercher dans mes mails, je voulais avoir le petit planning, tout simplement, des streams à venir sur la chaîne Irano TV. Et je vais vous faire une petite annonce également au passage. Tac, j'attends juste que ma petite boîte mail elle s'ouvre et on va rechecker le petit planning des streams. Tac, on va aller sur ma boîte mail. Et parce que nous, notre prochaine émission, que je puisse avoir la date. Alors, dans mes petits messages épinglés, touc. Le petit planning envoyé par Irano, qu'on regarde ça. Si ça veut bien s'afficher correctement. Allez, on va se regarder ça. Vous allez avoir l'arrière-boutique de la chaîne Irano TV en direct. Si ça veut bien s'afficher en tout cas. Donc on est sur la semaine du 2 juin.
et on va se re-switcher sur le stream. Tac. Donc on est aujourd'hui le mardi 3 juin, Royal Match par Oreo. Demain, à partir de 21h30, vous serez avec Hirano parmi un des jeux au choix qu'il a noté. Jeudi, avec Sakubai à partir de 21h. Vendredi, 21h30, la React avec Hirano. Et samedi, 7 à 21h30 avec Hirano, le jeu des abonnés. Vous découvrirez ce que ce sera. En attendant, nous, en théorie, on est censé se retrouver sur la semaine du 16 juin. Voilà, le Royal Match 5, qui ne sera pas vraiment un Royal Match. On décidera peut-être d'un autre titre, en tout cas, avec Hirano. Parce que sur les 2 prochains streams que je vais animer, donc là, le 17 juin et en théorie sur la fin juin, voilà, le Royal Match 6 qui a été noté. On va pas être sur de la discussion football, on va switcher sur du gaming. Et si je dis switcher, voilà, parce que j'ai tout simplement cet après-midi fait une précommande pour la Switch 2 avec Mario Kart World. Je vais y jouer un petit peu de mon côté, mais je vais vous faire un petit peu de gameplay justement sur la chaîne, vous faire part de mes premières impressions sur le jeu, vous dire un petit peu ce que j'en pense et voir justement voilà, sur 2-3 streams. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le stream du 17 juin et sur le stream du 1er juillet, c'est sûr, on sera sur du gameplay de la Switch 2 sur Mario Kart World ou peut-être sur les Zelda en mode 4K. Je verrai si je peux le faire en tout cas. Mais c'est ce que j'ai dans mes petits papiers en tout cas. C'est déjà du Mario Kart World qui va être la grosse exclue à découvrir. Et ensuite pour le Royal Match 7 en théorie, qui sera donc le mardi 15, si je dis pas de conneries, du coup le 15 juillet, on reprendra le fil, on parlera du mercato qui aura déjà commencé, mes petits pronostics pour la saison à venir. Voilà, il y aura pas mal de choses à dire. Donc voilà, sur les prochains streams que j'animerai, ça sera du gaming. Voilà, c'est la petite nouveauté que je voulais annoncer. Et on a fait le tour de tout ce que je voulais dire. Eh bien écoutez les amis, c'est sur ce petit planning des streams que je vais vous laisser pour ce soir. On aura fait un bon petit tour de tout ce qui a pu se passer niveau football européen durant la saison. Je vous remercie d'avoir suivi ce stream en ma compagnie. Et puis écoutez, la prochaine fois on sera sur la Nintendo Switch 2 avec Mario Kart World. J'ai très envie de découvrir le jeu, je suis très hype par cette Nintendo Switch 2. Je vous remercie d'avoir suivi ce stream et à très vite pour la suite. On se retrouvera donc, je vous le remets, on se retrouvera le 17 juin pour du gaming. Je vous remercie d'avoir suivi ce stream et à la prochaine pour la suite des aventures.